Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, sans doute encore très nombreux, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique, sur le territoire d'Enyigba national, et nous faisons le constat que, quelle que soit la physionomie du pays, la fête de la Saint-Valentin a eu lieu, elle a été belle par endroits. Une pensée spéciale aux amis de l'amical foyer chrétien de Logoté qui ont démontré que les années ont beau passer, mais ces messieurs et dames ont encore de quoi se retrouver et fraterniser. Et cette émission, nous la dédicassons à une amie, Madame Yawa Lovelore Bagoudou, épouse Kejani. Elle est notre voisine au quartier Logoté. C'est son jour d'anniversaire de naissance. Et nous avons pour elle, son mari, Isidore, et à leur enfant, une pensée amicale. Joyeux anniversaire à vous, Madame Yawa Lovelore née Bagoudou, mais qui a choisi de se lier pour la vie avec Isidore Kejani. À la technique aujourd'hui, c'est toujours le duo Kokou Michel Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha. C'est eux qui permettent que ce que nous disons dans ce studio parvienne jusqu'à vous. Émission que nous co-animons avec les confrères et invités. Alero Moru Chakala du journal Courrier de la République paru aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Sas. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci. Eh bien, les autres confrères vont arriver incessamment, mais une invitée que nous avons avec nous qui nous vient de la fondation Ipon Technologie. Ipon Technologie, c'est Madame Andéa Emily, la responsable de la fondation. Responsable de la fondation. Alors vous êtes entre le Togo et la France. C'est tout à fait ça, entre le Togo, la France, Cameroun, la Côte d'Ivoire. On bouge énormément pour justement mettre nos projets en place. Merci. Eh bien, vous avez une activité, c'est le côté social qui nous a interpellés. Nous avons souhaité que vous veniez l'annoncer chez nous. Eh bien, d'abord, un petit mot sur la fondation Nippon Technologie. Oui, un petit mot sur la fondation. La fondation lutte contre les fractures numériques parce qu'on pense que c'est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux nouvelles technologies. Et c'est le souhait de notre président qui s'appelle Stéphane Nomis, qui est responsable de l'entreprise Ipon Technologie, qui a un cabinet de conseil et d'expertise dans les nouvelles technologies. Et en fait, son souhait, c'est de former le plus d'enfants aux nouvelles technologies parce qu'on pense que c'est l'avenir du continent africain et qu'on aura besoin plus tard d'ingénieurs et que ça va être une force. Donc, eh bien, cette fondation Ipon Technologie qui lutte contre la fracture numérique, vous voulez sortir de plus en plus de jeunes Africains de l'ignorance technologique. Oui, tout à fait, parce que malheureusement, il y a un décalage. Très peu ont accès à des ordinateurs et c'est notre souhait de justement équiper des classes pour que ces enfants puissent avoir l'opportunité d'utiliser des ordinateurs, faire des cours, parce qu'on met en place un programme pédagogique sur chaque ordinateur et en même temps on met aussi un suivi avec des cours de programmation pour les initier dès la primaire à qu'est-ce que c'est le codage, la programmation, pour pourquoi pas donner des vocations pour plus tard et peut-être se lancer en étant ingénieur. Et vous avez déjà un début d'expérience dans des pays africains comme la Côte d'Ivoire? Oui, on a commencé par la Côte d'Ivoire parce que on a rencontré Didier Drogba et qui souhaitait faire ça pour la Côte d'Ivoire. Et ça a énormément marché. Du coup, on a dit qu'on va s'exporter dans d'autres pays. D'ailleurs, Didier Drogba est vice-président de la fondation Ipon. L'un pour les deux projets, parce que là, à l'heure actuelle, on réalise deux projets au Togo, à Lomé, pour deux écoles. L'école primaire La Ruche et le complexe scolaire Bouba. Et la fondation Ipon avec la fondation Didier Drogba.
Et en même temps, l'association Viemanou, on est en train de réaliser ces 2 écoles à Lomé. Eh bien, concrètement, comment ça va se faire, votre activité dans ces 2 écoles que vous avez choisies, l'école La Ruche et l'école Bouba? Concrètement, ça va se faire comment? Concrètement, là, mes équipes sont sur place. On met 10 ordinateurs par école. Donc, une classe d'informatique avec 10 ordinateurs, les programmes pédagogiques sur place, qui sont déjà dans les ordinateurs pour apprendre le français, aider les professeurs dans les matières qui sont le français, maths, anglais et histoire géo. Et à côté de ça, nous, on mettra en place avec un ingénieur des programmes, des cours d'informatique toutes les semaines pour les initier au codage et à la programmation. Donc, vous allez équiper chacune de ces 2 écoles en ordinateur, oui. 10 ordinateurs par école, avec un enseignant. Avec un enseignant qui viendra en plus faire des cours de programmation. Et en même temps, on permet aussi aux professeurs qui sont déjà dans les écoles d'avoir du soutien avec les programmes pédagogiques qu'on met en place. Mais il va se poser le problème de la maintenance de ces appareils. Effectivement, il y a ce problème-là, mais nous, ce qui est important, moi, je suis là aussi pour garder le contact avec les écoles, donc je suis en relation avec les directeurs, je suis en relation avec le professeur informatique qui est déjà sur place, et en plus de mettre un professeur qui viendra toutes les semaines dans cette école, ça nous permettra d'avoir ce suivi-là, de nous dire que s'il manque un ordinateur, on viendra le changer. Si on a besoin de plus de formation par rapport au professeur, cet ingénieur qui sera en place pourra nous permettre de faire ça. Merci. Donc cette activité, ce sera le mercredi, après-demain. Voilà, après-demain, le mercredi 19 février, on lance l'inauguration avec différents membres. Donc il y aura la ministre du numérique, le maire de Lomé. La présence. Maintenant, Lomé est éclaté en différentes municipalités. Il n'y a plus un maire central. Peut-être que vous parlez du maire de l'arrondissement ou de la municipalité, voilà, où sont 6 vos écoles. C'est tout à fait ça, parce que les écoles sont dans la même rue. Donc voilà, le président de la fondation Ipon, en même temps. La fondation Didier Drogba sera sur place, et nous, nos collaborateurs, on viendra pour inauguré dans ces 2 écoles. Merci. Cette activité de la fondation Ipon, qui bénéficie de l'accompagnement de la fondation Didier Drogba et une autre fondation, l'association Viemanou. Nous avons le responsable ici. Bonjour. Bonjour, c'est le chargé de la communication de l'association Viemanou. Effectivement, c'est un partenariat avec la fondation Ipon et la fondation Didier Drogba. Donc nous sommes très heureux de les accueillir avec nous. Comme c'est déjà dit, effectivement, ça débute un projet d'école numérique dans notre pays. C'est pour initier des jeunes enfants déjà à l'informatique et pour les inciter à postuler aux métiers nouveaux qui sont avec nous actuellement. Merci. Donc nous avons l'association Viemanou, il y a la fondation Ipon, Ipon Foundation. Est-ce que un représentant de la fondation Didier Drogba est également dans nos murs pour cette activité du mercredi? Mais c'est en cours. On est en train de finaliser tout ça. Pour l'instant, effectivement, parce que j'avais entendu que peut-être on allait être accueillis par les journalistes à l'aéroport parce qu'il y avait Didier Drogba et comme j'ai dit, pour l'instant, et c'est compréhensible, Didier Drogba a un emploi du temps très chargé. Donc là, il est en train de faire le maximum pour essayer de venir à l'inauguration de mercredi. Merci. Donc, madame, vous nous rappelez le nom? Emilian Diol. Emilian Dion, donc la responsable de la fondation Ipon et le chargé à la communication de l'association Viemanou. Monsieur Cuisse Vincent. Cuisse Vincent pour cette activité le mercredi. Mais il y a beaucoup plus d'écoles au Togo que ces 2 écoles, La Ruche et Bouba. C'est dire que le chantier est vaste et vos prochains dons sont vivement attendus. Ben, c'est tout à fait ça. Là, c'était la première fois pour nous de nous implanter au Togo, mais on va en faire d'autres. L'objectif, c'est vraiment de faire d'autres écoles. Merci beaucoup. Oui, par rapport à ça, et beaucoup se sont posé la question, pourquoi ces 2 écoles-là qui sont déjà nantis que nous avons choisies, on leur a répondu parce qu'il faut que le cadre soit là pour accueillir les ordinateurs. Et quand on a circulé dans beaucoup d'écoles, il n'y avait pas de salle pour qui pouvant accueillir même déjà les ordinateurs. Ceux qui en disposent, c'est des salles qui ne sont pas équipées et sécurisées pour pouvoir sécuriser les machines qui vont être installées.
Donc, c'est dans ces deux écoles-là que nous avons pu avoir ces conditions réunies là pour pouvoir accueillir ces machines. Et maintenant, dans le futur, nous allons avertir maintenant les établissements que nous allons choisir. Comme ça, ils vont se préparer en conséquence pour pouvoir accueillir les ordinateurs. Merci. Il faut commencer quelque part et vous choisissez La Ruche et Bouba. Et pourquoi ces écoles? Parce qu'il y a un minimum qui existe déjà en termes d'infrastructure. Eh bien, les écoles qui aspireraient à vous accueillir devront faire également ce petit pas. Ils commenceront à mettre ça au niveau du genou. Et Dieu même et vous les aideriez à ce que cela monte sur la tête. N'est-ce pas, madame? Tout à fait. Merci. Donc, bonne journée. Merci d'être passé, nous passer cette information. Merci à vous aussi également. Merci, bonne journée à tout le monde. Didier Assogba de Togo Breaking News. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Avant d'aller pour le plat de résistance, cette pensée du jour, nous l'avons déjà partagée une fois, mais nous la remettons au jour. Chacun se sentira sûrement interpellé. C'est Albert Einstein qui a écrit que tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Nous verrons au fur et à mesure de l'émission pourquoi nous remettons cette pensée du jour au plateau aujourd'hui. Mais ce qui est également certain, Ali Romour Tchakala, nous votons le 22 février prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et si les calculs sont faits, nous sommes à jour J-5 pour le scrutin. Alors, c'est quelques informations relatives à l'élection que nous trouvons dans vos colonnes. Il y a l'éveil de la nation qui revient sur cette rencontre de la semaine dernière entre la CENI et les représentations diplomatiques que nous appelons communément le G5, à savoir les plénipotentiaires de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, du système des Nations Unies et également de l'Union européenne. Et à l'issue de la rencontre, le G5 s'est dit rester toujours confiant pour le déroulement du processus électoral. Symphonie aujourd'hui nous apprend que le samedi dernier, une séance de travail a réuni les membres de la CENI et une délégation de la CEDEAO conduite par M. Garba Lompo. Les échanges entre les deux instances ont porté sur l'évolution du processus électoral, les diligences accomplies par la CENI pour la bonne tenue du scrutin du 22 février prochain et éventuellement les dispositions qui restent à prendre. La CEDEAO qui dispose déjà dans notre pays d'une équipe de longue durée pour l'observation et la CEDEAO également qui réaffirme son engagement aux côtés des autorités togolaises pour un processus électoral bien abouti. Mais Alirou ou bien Didier, en plus de la CEDEAO, nous devons sûrement avoir d'autres observateurs nationaux ou étrangers pour le scrutin du 22 février. C'est pas Alirou ou bien Didier? On sait pour ce qu'on sait de l'observation électorale, on sait qu'une mission de l'OIF doit venir normalement pour le jour du scrutin. On sait qu'il y a une trentaine d'associations sur le plan national qui a été accréditée, donc la trentaine d'associations accréditées pour l'observation électorale. Mais comme on en a souvent l'habitude, à l'approche du scrutin, il y aura certainement des observateurs de l'UEMOA, de l'Union africaine et d'autres organisations, encore CENSAD, comme d'habitude. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas d'observateurs de l'Union européenne. Ça a été déploré récemment par certains acteurs. Donc, c'est dire que l'élection que le Togo organise n'est pas une élection qui concerne rien que des Togolais,
parce que nous faisons partie désormais d'un écosystème, d'une sous-région où dès qu'un problème surgit quelque part, ça déteint sur d'autres localités ou d'autres nations, et véritablement la CEDEAO, qui a une équipe de longue durée sur place, veille au grain, et d'autres organisations encore vont venir incessamment pour l'observation électorale, mais d'aucuns auraient aimé avoir les observateurs de l'Union européenne et aussi les observateurs du Conseil épiscopal Justice et Paix de l'Église catholique. Ça continue à faire circuler beaucoup d'encre et de salive, mais les catholiques de Justice et Paix ne pourront pas observer cette élection. Ils auraient bien voulu, mais un niet leur a été signifié, ce qui continue à faire débat. De l'autre côté, l'Union européenne et les Nations Unies ne vont pas envoyer non plus d'observateurs. Par contre, le G5, ces grands pays quand même suivent le processus, d'où la rencontre de la semaine dernière. La CEDEAO a envoyé déjà une équipe. Comme Didier a dit, peut-être qu'on aura également des observateurs de l'UEMOA, de la CENSAD, de l'Union africaine, et également des nationaux. Et alors pourquoi toute cette vigilance de la CEDEAO? Alirou, vous savez que le Togo inaugure une série d'élections présidentielles qui vont concerner plein d'autres pays, le Burkina, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée, pour ne citer que l'Ouest africain. Et la CEDEAO souhaiterait vivement que l'élection se passe bien au Togo, ce qui pourra également présager de la suite dans ces différents pays de la sous-région. Non, on nous regarde d'ailleurs. Le Togo ouvre le bal effectivement des élections dans la sous-région, et du bon comportement de tous les acteurs togolais dépendra la suite à donner aux autres élections à venir. Maintenant, je vais m'appesantir un tout petit peu sur les missions d'observation. En fait, elles servent à quoi? Pas à grand-chose à mon sens, parce que c'est pas la première fois que certains pays organisent des élections. On le fait toujours. Et ce qui me semble un peu dommage, c'est que ces missions d'observateurs ont l'air des missions touristiques où des gens viennent, ils se pavanent, ils tournent, et puis bon, après tout, on prend les frais de mission ou bien les frais afférents à ça, à cette mission, mais avec de très belles intentions. Ces intentions, c'est que on fait l'état des lieux sur le processus. On formule des recommandations. Mais il suffit seulement que ces gens-là tournent le dos et que ces recommandations, on les froisse et on les jette à la poubelle. On les a jamais connues. Sinon, on ne serait pas là à parler encore d'observateurs. Peut-être si l'Union européenne n'a pas insisté à observer l'élection au Togo, c'est au regard de certains manquements observés. Parce que toutes les fois vous venez, vous formulez les mêmes recommandations, vous faites en sorte que les prochaines fois soient les bonnes occasions, qu'il y ait cette osmose, cette symbiose entre tous les acteurs devront prendre part à cette élection. Mais bon, on n'en prend pas garde. On fait comme bon leur semble. La région du plus fort est toujours souvent la meilleure. Et puis bon, vous voulez que ces gens-là continuent toujours par venir fredonner les mêmes choses qui ne rentrent pas malheureusement dans de bonnes oreilles. Donc, je crois que c'est suite à cette frustration que ces gens-là auraient peut-être décidé. Mais nous avons le G5. Nous voudrions que ce G5-là aussi travaille un peu plus en amont. Quand ça commence, les préparatifs comme ça, ils doivent s'impliquer à fond. C'est pas maintenant, quand nous sommes à quelques encablures de la tenue qu'on va... Alirou, on pourra dire que le G5 rencontre assez régulièrement les autorités officielles et même les partis de l'opposition. Ça, vous le savez, nous le constatons de souvent. Oui, nous souhaiterions que ce G5 soit une force tampon entre les acteurs politiques. Certaines fois, il arrive même que ce G5-là soit interpellé sur certaines questions brûlantes de leurs mains, ils n'osent même pas se prononcer sur choses. Plus d'une fois, il y a des partis politiques qui pris individuellement ont saisi le G5 par rapport à certains manquements que ces partis-là auraient observé sur le processus, tel que sur le déroulement du processus électoral. Ils n'ont pas donné suite. Il y a même des groupes de partis aussi qui ont eu à saisir ce G5.
c'est aussi rester lettre morte. Donc je voudrais quand même que ce G5 là ne soit pas des enjoliveurs, tout ça là, mais je veux au regard de la puissance qu'il projette, soit cette force là coercitive qui, quand elle décide de ceci, que tout le monde marque. Il y a un débat, non seulement au Togo, mais en Afrique. Les partis d'opposition souhaiteraient que les partenaires là s'impliquent beaucoup plus en amont dans les processus électoraux, ce à quoi les pays rétorquent qu'ils sont des pays indépendants et que les partenaires diplomatiques ont des limites à ne pas franchir. Et on se souvient également que les prises de position des ambassadeurs de ces institutions pays soulèvent de la polémique, selon qu'on estime que leurs prises d'opposition vont dans le sens du pouvoir ou bien plutôt en soutien à l'opposition. Il n'y a pas longtemps que ça, le Bénin d'un côté a demandé le départ de l'ambassadeur européen, dont le gouvernement de Patrice Talon estimait que ce diplomate prenait un peu trop parti pour l'opposition. C'est un débat ouvert, mais on va composer avec ce qu'on a et revenir également à une information de la CENI. C'est un communiqué émis depuis le 13 février dernier. Là, dans ce communiqué, la CENI disait partir de l'article 117 du Code électoral qui dispose que les forces de défense et de sécurité peuvent voter par anticipation. Et ce vote par anticipation des forces de sécurité aura lieu si je ne me trompe, le mercredi 19 février. Et les corps habillés vont voter dans un total de 246 bureaux de vote qui relèveront de 50 centres de vote. Mais la CENI précise bien que les urnes du vote des corps habillés resteront scellées et ces urnes seront transportées dans les bureaux de vote dans l'après-midi du 22 février et les bulletins des corps habillés seront mélangés avec le reste avant que le dépouillement ne se fasse. Là, c'est juste une information pratique. Les corps habillés voteront le mercredi prochain, le mercredi 19, mais les bulletins ne seront dépouillés que ensemble avec nous autres le 22. Non, ils l'ont toujours fait, c'est pas la première fois. Donc, il y a ce vote par anticipation, c'est que ils ont un rôle à jouer le jour du scrutin et les jours qui suivent. Donc, ils votent pour être plus relax afin d'assurer la sécurité. Donc, je crois que c'est bien, mais l'aide d'État est apportée par la CENI et participerait de cette volonté là de transparence, parce que on va pas dépouiller aussitôt l'élection des choses, les bulletins des corps habillés. On attend pour les mélanger aux autres qui auront accompli leur devoir le 22. Donc je crois que c'est une garantie donnée à tous les acteurs qui prennent part et au peuple sur une certaine transparence que la CENI voudrait de cette élection. Merci. Il faut sur le vote anticipé des forces de sécurité et de défense. Oui, bon, on sait que ça fait débat, mais c'est la pratique républicaine ici. Même si certains auraient voulu que les forces ou la majorité des forces de l'ordre et de sécurité votent en même temps que les citoyens, parce qu'il y a une force qui est chargée de sécuriser le déroulement des opérations de vote. Il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes dans un environnement sécuritaire très critique et on ne peut pas prendre le risque le jour de l'élection de drainer tous les militaires à aller voter pendant que les frontières et le territoire seraient donc laissés ouverts à toutes les éventualités. Donc je pense que pour l'heure, on n'a pas d'autre choix que ça. Mais par contre, c'est la circulaire de la CENI qui commence à poser quelques problèmes dans on va dire dans des états-majors de certains candidats qui estiment que la CENI doit continuer à observer ce qui se faisait de par le passé, parce que véritablement c'est la première fois que la CENI précise qu'après l'élection des forces de l'ordre et de sécurité, on ne dépouille pas. Dans le passé,
une fois que le vote est fini, le dépouillement est fait. Et après, on combine avec ce qui se faisait. Donc, est-ce que la circulaire de la CENI est aussi légale que les dispositions que décrivent le code électoral? Est-ce que cette mesure qui a été prise a été prise après concertation avec tous les acteurs concernés, ou c'est juste une mesure prise par la CENI également? Donc ça, la CENI devrait normalement rencontrer les médias et on aura l'occasion de poser la question, mais c'est dire que dans certains états-majors, les gens ont commencé déjà par critiquer cette mesure de la CENI, estimant que centraliser le vote des forces de l'ordre et de sécurité, c'est peut-être la porte ouverte à des manipulations avant le vote. La CENI précise bien que les urnes resteront scellées. Évidemment. Et c'est ainsi scellé que ces urnes-là seront transportées dans les bureaux de vote devant tout le monde, et que ce sera ouvert, les bulletins mélangés avec le reste avant le dépouillement. Oui, évidemment, j'ai lu la circulaire, je l'ai compris, je l'ai même traité, mais ce que je dis, c'est que ce sont les inquiétudes que la décision ou la circulaire de la CENI soulève actuellement. Et je me pose juste une question, peut-être la question est adressée à la CENI directement. Est-ce que la décision a été prise en concertation avec les acteurs, ou est-ce qu'il y a eu un travail d'explication préalable aux uns aux autres pour éviter toute polémique sur cette affaire-là après l'élection, que c'est parce qu'on n'avait pas dépouillé qu'il y a eu ceci et cela. C'est juste comme vous l'avez annoncé tantôt, si la CENI rencontre la presse, ce sera l'occasion donc évidemment que les confrères expriment cette inquiétude et que assurance soit donnée à tout le monde sur la transparence de cette élection. C'est la transparence de l'élection qui va lui conférer un caractère de crédibilité, et c'est transparence plus crédibilité qui nous conduiront au déroulement apaisé et inclusif de cette élection. Avant le 22 février, jour de vote, il y a d'abord la campagne qui continue. Nous sommes aujourd'hui au 11e jour de la campagne électorale. La campagne va prendre fin le jeudi. Eh bien, 11e jour de campagne électorale. Quels sont les faits de campagne que les journaux partagent avec nous? Actu Express, paru aujourd'hui, justement nous parle de l'écho de la campagne. Et le journal de notre ami Isidore Akolor trouve que dans cette élection, sur les 7 candidats, il y en a que le journal qualifie de poids plumes, qui sont restés dans la zone méridionale du pays, et les poids lourds partent véritablement à l'assaut du pays depuis le Grand Nord, en descendant vers le sud pour 2 de ces poids lourds, pendant qu'un troisième, lui, l'a plutôt commencé par le sud et il monte progressivement vers le nord. Courrier de la République, qui écrit à la page 3, vous parlez de l'ultime virage. Vous voulez dire par là que les 7 candidats ont jusqu'à jeudi pour séduire davantage et surtout déterminer ceux qui sont encore hésitants à aller voter d'abord et puis voter éventuellement pour ces candidats qui sont en campagne. Oui, c'est le dernier virage, et ce virage-là mérite d'être abordé de façon très responsable par les différents candidats. Et vous savez, la campagne, l'opération de séduction a commencé depuis plus de 10 jours et les messages ont été passés, et des oreilles attentives ont été prêtées à tous les candidats qui délivraient leurs messages. Maintenant, est-ce que les poches de résistance, souvent qui se formulent en abstention, est-ce qu'elles ont été un peu assujetties? C'est là aussi l'interrogation. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que on a constaté que les programmes des candidats ne sont pas vraiment ce qui se vend sur le terrain. On préfère accorder du crédit aux brillants, à certains propos qui n'en valent pas la peine. Et ce dernier virage, on doit l'aborder avec délicatesse. Si on veut que le 22 et l'après-22 soient des jours ordinaires comme tous les autres, il va falloir quand même que les gens s'agissent un peu dans le langage qu'ils traînent. Il va falloir que les gens se respectent, les candidats se respectent. Il y a des propos qui ne sont pas du tout des propos à tenir en temps de campagne. C'est vrai, l'élection, ça se passe en l'espace de quelques semaines depuis l'après-vote, mais au-delà de tout, on reste togolais, on reste togolaise et on est
appelés à faire du chemin ensemble. Donc, évitons ce qui peut heurter les sensibilités au point d'amener les bases justement, militantes. à ce niveau-là, votre journal vous faites le constat que le ton de la campagne commence à monter. Vous écrivez aussi, certaines provocations s'amplifient. Et vous demandez à ce que jamais on ne franchisse la ligne rouge. Oui, absolument. Nous avons constaté que c'est pas forcément les candidats même, c'est certains qui se prévalent à être entre griffes les porte-parole de ces militants qui certaines fois versent dans les excès langagiers, des propos inadmissibles. Bon, l'adversaire politique c'est pas un ennemi, mais on se comporte comme si on était sur un terrain de guerre où il faut envoyer des coups qui ne sont pas des coups loyaux. Donc, franchement, il va falloir, et je souhaiterais que certaines institutions tapent du poing sur la table pour cadrer ces excès de zèle, ces envolées lyriques qui n'en valent pas la peine. Comme non, la CENI, il y a la Cour constitutionnelle même, toutes les institutions impliquées, même il y a la médiation, la médiature, oui, qui peut aussi sortir de la République, qui peut sortir aussi et puis amener les gens à tempérer un peu leur ardeur. Je crois que ça vaut la peine. Quand on chauffe à blanc les esprits, je crois que les lendemains ne s'annoncent pas du tout sereins. Donc, il faut aujourd'hui que les gens se respectent au-delà de tout acte qu'ils voudraient porter pour conquérir les cœurs. Merci. Donc, Courrier de la République qui note que le ton monte des fois et ailleurs, c'est des provocations qui s'amplifient. Mais le perroquet, en paraphrasant un peu les propos, en citant plutôt les propos de Faure Gnassingbé, le perroquet qui écrit, en citant Faure Gnassingbé, nous abordons une élection sans tension, sans dialogue, sans marche et sans protestation. C'est les propos du candidat Faure Gnassingbé que fixe le journal Le Perroquet. Autre journal, malheureusement, le doyen Lucien n'est pas avec nous aujourd'hui alors que je l'attendais, mais il a quand même écrit un article à la page 2 que je trouve important. Combat du peuple qui demande à éviter l'imposture. Et l'article dit qu'on note dans cette campagne des caravanes, des meetings, des débats médiatisés, des réunions de proximité, des conférences de presse et même des activités sportives. Mais, écrit le journal, mais à voir de près, il y a en réalité beaucoup de bruit pour peu de choses. Et plus loin, le combat du peuple écrit que la campagne électorale est dominée par un caractère folklorique et festif, à la limite de la pagaille. On chante et on danse, et les meetings sont tous ou presque limités à des slogans creux et vaseux qui plongent les populations dans une hystérie collective, mais en réalité vide de tout sens. C'est la caricature que fait le combat du peuple sur la campagne. Très peu de promesses, très peu de projets de société, mais beaucoup plus des occasions, m'as-tu vu, où on rassemble des foules, on chante, on danse, et puis pas grand chose tel que note le combat du peuple. Didier? Je me suis arrivé à me poser une question cette semaine. Est-ce que ça vaut encore la peine même d'instaurer une campagne électorale? Je me suis posé cette question au vu d'un certain nombre de faits. Quelle que soit la campagne qu'on aura à faire, vous voyez que les votes sont les mêmes. C'est-à-dire la façon de voter c'est la même. Les gens ont des opinions politiques cristallisées et qui ne sont prêts à aucun changement. Les gens même ne vont pas à des meetings, mais ils savent déjà ce qu'ils vont voter dans l'isoloir. Et évidemment, le constat, l'éditorial du doyen décrit véritablement les choses. C'est que au lieu que lors de cette campagne électorale, on prenne le temps d'écouter et que les candidats même veillent d'abord à parler de leur projet de société et que ceux qui sont venus écouter prennent le temps de noter ce qu'on leur dit par rapport au projet de société, parce que pour l'une des rares fois, tous les candidats en ont. Ce projet de société-là
et on a pu consulter certains de ces projets au lieu de prendre du temps pour écouter les gens. Qu'est-ce qu'il veut faire pour notre région? Qu'est-ce qu'il veut faire pour notre pays? Et qui est le meilleur parmi eux qui propose mieux pour nous? Et qu'on le choisisse. On est plutôt dans d'autres considérations. Comme il le dit, dans des considérations, l'aîné Tchakala a également relevé que certaines fois, c'est même des provocations des uns et des autres qui font que le ton a commencé à monter sur ces derniers jours de campagne, alors que ça ne devrait pas être le cas. On devrait être en train de scruter qui a le meilleur projet de société pour le Togo et qui a le meilleur profil possible pour diriger le Togo. Mais on n'en est pas là. On est plutôt dans des caravanes. On est plutôt à des rendez-vous de fête, de bière, de tout coutou et de tout ce que vous savez. Et donc, véritablement, le constat amer, c'est que bon, les gens, ils vont juste pour se défouler. Et l'autre constat également, Tchakala, surtout à parcourir certains journaux, on a l'impression que c'est une élection présidentielle, mais dont la campagne se fait plutôt par communauté. Quand vous parcourez par exemple un journal comme Libération, je vous donne quelques titres. Amou, les populations mobilisées comme un seul homme pour le candidat Faure Gnassingbé. Ailleurs, ce même journal écrit Chamba, Afo, Acha, Deji et Sani Yaya et autres cadres promettent un plébiscite à Faure Gnassingbé. Ailleurs encore, le candidat Faure Gnassingbé est uni dans le Wawa et la Kebou. Même dans le pays vaut des journaux titrent que Madame Victoire Tomenga Dogbe mobilise pour la candidature de Faure Gnassingbé. Dans le moyen mono, c'est Victor Sossou et les sommités d'unir là-bas qui font campagne pour candidat. Finalement, à Tchakala, si vous suivez bien la campagne d'unir par exemple, et pourquoi pas des autres, c'est chaque communauté que les cadres du milieu mobilisent à voter pour le candidat de leur choix. Non, il faut reconnaître que UNIR a assuré un très bon maillage du territoire et cela ne relève pas de quelque chose d'anodin. C'est pas parce que UNIR a le vent en poupe, mais cela résulte d'une continuité du système cinquantenaire. Ça fait 50 ans. Certains, j'ai même consacré un article là-dessus où j'ai dit mais UNIR a hérité quelque chose du RPT. C'est la continuité. Une gouvernance cinquantenaire, mais vous voudriez que le territoire soit complètement maillé comme il se doit par le parti. Donc, il y a quelque chose qu'on ne saurait dénier à RPT, c'est d'avoir laissé un héritage dont UNIR se sert aujourd'hui. Quand vous prenez le petit commis, le petit infirmier quelque part, le petit enseignant se trouvant dans les tréfonds, ces gens-là se disent qu'ils sont redevables à un parti. Et quand les cadres quittent le mur pour aller, c'est avec ces gens-là qu'ils traitent. Donc ces gens-là se disent que pour notre survie, nous sommes obligés de faire avec. Donc ça se passait comme ça au temps du général et ça continue aujourd'hui. Donc ne soyez pas surpris quand on dit qu'à telle localité, c'est UNIR qui a le vent en poupe, à telle autre. C'est ça le maillage, c'est ça l'héritage que le RPT a laissé. Qu'on creuse un grand fauteuil pour enterrer, le RPT résiste à ça parce que tous les partis envieraient d'ailleurs cela, mais malheureusement c'est le RPT qui est au pouvoir et c'est la suite qui est UNIR aujourd'hui. Donc que les gens ne soient pas surpris, c'est la continuité d'un système qui donne tout ce punch-là à l'actuel parti au pouvoir. En tout cas, Didier Assogba, tous les cadres d'UNIR sont en campagne pour le candidat Faure Gnassingbé, de l'ancien Premier ministre Komla Mali au ministre. Il serait fastidieux de les citer tous. Les anciens ministres, les ministres actuels, même des députés jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale, des directeurs généraux des sociétés, des fonctionnaires de l'État, chacun est retourné dans sa préfecture, dans son canton, dans son village, même dans sa maison, pour mobiliser pour le candidat Faure Gnassingbé. Alirou Tchakala disait tantôt que tous ces cadres-là font campagne pour le candidat dont ils se sentent redevables. Quelqu'un dirait d'ailleurs même que c'est l'usage des moyens humains de l'État, même si de quoi refuse qu'on le dise. En réalité, c'est ça. Si vous prenez l'administration publique actuellement, elle est vide. Parce que tous ceux qui doivent rendre des services, la plupart sont sur le terrain en train de battre campagne. Sinon, vous perdez votre place. Et donc, quand on dit que dans telle localité, dans telle commune, dans telle préfecture,
il y a telle activité unir et que les cadres de là-bas mobilisent pour la victoire du président sortant qui est candidat à sa propre succession, c'est vous dire que, comme Alirou le disait, des gens ne veulent pas perdre leur privilège, et cela nous ramène peut-être à notre pensée du jour. Ça ramène à notre pensée du jour. On a beau vouloir... Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Oui, on a beau vouloir que les choses changent, mais personne ne veut changer. Les gens veulent conserver. Des privilèges. Il n'y a pas que eux, hein, mais j'ai discuté vendredi dernier avec un jeune qui m'a dit que lui, ce qui le préoccupe, c'est qu'il réussisse d'abord. Et après, il verra pour le Togo. Donc, c'est-à-dire qu'on veut le changement pour le pays, mais personne n'est prêt à rien. Et chacun garde les réflexes d'antan, les mêmes méthodes, les mêmes choses, et c'est pas surpris. Si unirait partout sur le territoire, c'est unir au pouvoir. La plupart des cadres de l'administration partout sont de unir, et ça va de soi qu'il émaille véritablement le territoire pour le candidat. Alors pour ce qui est du fait que nous sommes nombreux, sinon unanimes, à chanter le changement, que même nous sommes très lents à vouloir changer nous-mêmes. Il y a cet article de Le Combat du Peuple à la page 5, quand Le Combat du Peuple écrit que la corruption au Togo, le talon d'Achille de la gouvernance actuelle, corruption au Togo, il faut transcender les généralités. Et partant du dernier bilan de la lutte contre la corruption au Togo établi par la APLUSIA, Lucien Diosmensan, de sa plume, trouve que la APLUSIA se révèle un serpent sans venin. Et plus loin, il écrit que la corruption est devenue au Togo une véritable calamité à géométrie variable parce que fondée sur des facteurs négatifs tels que l'ethnicisme, le régionalisme, l'incompétence, l'ignorance, l'incurie, la gabégie et le népotisme. Le tout nourri par une impunité chronique érigée en règle de gouvernance. La corruption, écrit Le Combat du Peuple, prospère au Togo avec la participation et la complicité active de presque tous les Togolais. Vraiment dommage que Lucien ne soit pas là pour commenter ça lui-même, mais je vous en donne quand même encore un extrait, quand l'article écrit que les autorités togolaises assistent impuissantes au développement exponentiel de la corruption. Et plus loin, l'article relève que dans l'administration publique, certaines structures vitales ont fait de la corruption un système de gestion de leurs services. Et pour terminer, l'article écrit que l'appartenance au parti du président de la République est devenue un tremplin à l'enrichissement illicite, écrit donc Le Combat du Peuple. Vraiment dommage qu'il ne soit pas là lui-même pour nous donner ses commentaires épicés, mais il a dû avoir un empêchement. Ça nous ramène encore au fait que, Alirou, nous sommes tous nombreux à chanter que nous voulons le changement, mais quel est ce Togolais, cette Togolaise-là qui va commencer le premier ou la première à changer lui-même ou elle-même? Non, mais je crois que il y a une certaine prise de conscience aujourd'hui. Ils sont pas tous à vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Il y a des gens qui ont commencé à prendre une certaine hauteur. Ils ont refusé la compromission. Ils veulent l'intérêt général. Quand vous dites que c'est tous les Togolais, je dis que c'est tout faux. Il y a des gens, il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui sont en train de ne pas se retrouver dans une gouvernance donnée. Et ces gens-là donnent la voix tout le temps que le bon Dieu fait. Au lieu d'être invités, de prendre part aux délices que leur silence pourrait donner, ils ont refusé cela et ils dénoncent haut et fort certains travers. Quand vous lisez un peu l'article, c'est un article très fouillé et malheureusement, c'est les tristes réalités que notre pays vit depuis la gouvernance, la corruption et un serpent sans venin. Je dirais même que, mais au niveau de la APLUSIA, on attend le retour de Jésus avant de se lancer dans la mission qui lui a été confiée. Donc, je crois que il faudra faire des trucs, mais au niveau de la gouvernance, au niveau de la lutte contre la corruption, on attend encore de voir. Et s'agissant de la campagne, il y a un autre aspect que je voudrais soulever, c'est le manque de slogans sérieux.
Il n'y a pas de slogan. C'est de l'air, c'est du vent. On dirait que le Togolais, au niveau des états-majors, on ne réfléchit pas plus que faire plaisir à quelqu'un. Sinon, c'est du vent. Moi, je n'ai pas trouvé de slogan qui m'ait touché. Et votre constat là, c'est dans tous les camps. Dans tous les camps. Il n'y a rien qui soit accrocheur. Il n'y a rien que quelqu'un peut retenir comme ça et qui puisse marquer les esprits. Donc, je dis que on a beaucoup à faire. Le bling, 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 on peut le laisser et se consacrer à des choses plus... Et maintenant, même au niveau de certains états-majors, oui, il y a des choses à vendre, il y a des programmes à vendre, il y a même le candidat qu'on défend, qu'on doit vendre. Mais j'ai constaté que on laisse karma, le programme de société du candidat, et je veux parler, c'est Agbeome qui devient maintenant le thème de campagne de certains partis, et c'est tout dommage. C'est les tirs groupés, les canons sont dirigés tout le temps sur la même personne, alors qu'ils ont des choses à vendre, des choses pour que les militants puissent dire que pour une fois, notre parti a de très belles choses à proposer, mais merci. Dommage. Pour les slogans de campagne, je me rappelle en 88, je ne sais pas si Didier était né, mais la présidentielle en France, entre François Mitterrand et Jacques Chirac, François Mitterrand l'avait emporté par son slogan de campagne, la force tranquille, oui, face à Chirac. Et tout récemment aux États-Unis, Barack Obama avec son célèbre Yes We Can. Et même Donald Trump est venu avec son slogan America First. Mais comme Tchakala dit le noter, il ne trouve pas de slogan vraiment accrocheur, aussi bien dans la campagne du président sortant que dans le camp de ces 6 challengers. Mais si tu permets, sur le sujet de la corruption, oui, Didier, j'ai écouté le discours qu'a prononcé le candidat d'UNIR à Tapamé le samedi dernier, et à mon sens, c'est un discours qui est quand même un discours de prise de conscience. Si seulement il peut, comme l'article le dit, prendre des gens qui sont coupables de faits de corruption, qui sont dans son entourage, qui sont dans l'administration publique, qui sont membres de son parti politique et les punir, ça va être véritablement une œuvre de salubrité publique, comme on le dit d'ailleurs. Il a parlé de lutter contre la corruption, de lutter contre le gaspillage et de lutter contre le vol. Donc, il a cité ces 3 mots-là qui sont véritablement le vrai problème auquel le Togo est confronté aujourd'hui. La corruption, si c'est pas la corruption, c'est qu'on gaspille l'argent public. La preuve en est que la route Lomé-Vaughan enfin est toujours en chantier, alors qu'on a donné ce marché-là plus de 3 fois déjà. Et le vol des deniers publics, n'en parlons pas. On voit des gens qui deviennent des milliardaires du jour au lendemain. C'est pas qu'on est jaloux de qui que ce soit, mais si il advenait que c'est le candidat d'UNIR qui remporte l'élection, il faut véritablement que tout ce qu'il a dû dire devant ses militants à Tapamé, puisque les discours d'Atapamé sont au moins mis en application. Vous vous souvenez de plus jamais ça au Togo, pour ce qui concerne les violences et la réconciliation, au moins que le discours d'Atapamé sur la corruption, le gaspillage économique et le vol des deniers publics soit véritablement également mis en application. En tout cas, cet article-là où le combat du peuple écrit que le talon d'Achille de la gouvernance actuelle, c'est l'impunité. Et au cours de la campagne, on voit vraiment des personnalités qui font vraiment preuve de zèle, qui mobilisent énormément autour de la campagne, enfin autour du candidat Faure Gnassingbé, mais ce sont des personnalités sur lesquelles pèsent des soupçons, pour ne pas dire des accusations plus ou moins graves de corruption, du moins par la presse et certaines ONG, mais ce sont ces personnes-là qui battent campagne. Alors, si leur champion est élu, est-ce que ce champion-là pourra inquiéter ceux qui auront été les artisans de sa victoire éventuellement? Mais revenons sur la campagne avec, déjà je citais Actu Express qui trouvait que sur les 7 candidats, il y a des poids plumes et des poids lourds. Symphonie écrit lui aussi que Agbeome Kodjo et Jean-Pierre Fabre sont les candidats les plus en vue dans le camp de l'opposition. Autre journal, le Télégramme du Togo, qui parle lui aussi du sprint final pour ces candidats. Et Didier, Télégramme du Togo écrit que dans ce sprint final, Faure Gnassingbé promet de réaliser un chaos
alors que ses adversaires lui promettent une retraite politique. Voilà les deux côtés, les deux seuls côtés qu'on peut retenir de la campagne. Oui, partout il a passé, surtout lors de la première semaine de campagne, on a écouté ce coup KO, ce slogan de coup KO, et des gens qui seraient KO, mais de l'autre côté, vous voyez Agbeome Kodjo et Jean-Pierre Fabre surtout, qui disent que cette année sera l'année de retraite pour le président sortant. Et Agbeome même avait dit dans un de ses discours d'investiture que UNIR va commencer à goûter dès cette année aux délices de l'opposition. Délices entre guillemets. Délices entre guillemets de l'opposition. La balle est finalement dans le camp des électeurs qui vont s'exprimer dans les urnes le 22 février prochain. Donc, déjà à partir du 19, avec les forces de défense et de sécurité, on verra si au soir, véritablement, si ce sera un coup KO ou ce sera peut-être la retraite pour le président sortant et l'opposition pour à ce niveau. Il y a une auditrice sûrement qui nous dit que le 22 février prochain, il y aura effectivement un coup KO, mais nous verrons si c'est le président sortant qui aura réussi à mettre ses challengers KO, ou bien si c'est l'un de ces challengers qui enverra plutôt Faure Gnassingbé KO au tapis. Verdict le 22 février prochain. Mais revenons rapidement au titre des journaux avec Togo Matin, qui trouve lui que Faure Gnassingbé toujours en symbiose avec son peuple, et toujours Togo Matin écrit toujours l'homme pressé, l'homme simple, l'homme du chaos. Et Togo Matin trouve que du nord au sud, les militants du UNI promettent un coup KO à Faure Gnassingbé. Rapidement, l'évêque de la nation, lui aussi, qui nous présente les ingrédients d'une écrasante victoire réunie pour Faure Gnassingbé. Et Nouvelle Opinion trouve lui que Faure Gnassingbé et ses lieutenants en marche vers une victoire écrasante. Mais pour doucher un peu cet enthousiasme de quelques journaux, Courrier de la République, vous trouvez, Tchakala, que le jeu électoral reste quand même ouvert? Très ouvert, je dirais plus qu'ouvert. Et c'est le candidat Tchassona Traoré qui a su très bien exprimer ce qui ressort de ce refrain fredonné coup KO. Il estime que cela relève d'un acharnement psychologique. Et bon, je le rejoins entièrement. Mais une compétition où on part sur les mêmes chances de réussir et que certains se lèvent et se mettent à dire que non, c'est fini, c'est plié pour les autres. Non, je crois que ça ne fait pas très sérieux. Et une compétition, c'est comme un match de football. On peut beau être premier, mais on a quand même le dernier peut être aussi un adversaire difficile à croquer. Donc, je crois que les données ont changé. Nous ne sommes plus à cette période aux années 90 où ça pouvait passer. Et puis, tenez-vous bien, avant, ça pouvait passer avec 20% et avec le mode de scrutin. Si vous arrivez en tête, vous passez comme une lettre à la poste. Mais aujourd'hui, avec le mode de scrutin à 2 tours, il serait quand même difficile, vu le contexte aujourd'hui, vu la soif des Togolais pour l'alternance, vu et cette volonté-là de sortir le Togo de son état d'exception, ça serait vraiment difficile qu'on dise que tel va pouvoir mettre les 6 autres candidats au tapis. Moi, je rêve encore d'un deuxième tour et ça va être très palpitant. Maintenant, je crois qu'au lieu de fredonner ce refrain un coup KO, il faut déjà penser au jeu d'alliance pour le second tour. C'est ce qui me paraît plus plausible au lendemain du 22. Merci. Alors Didier, une anecdote, un auditeur m'a appelé ce matin, il travaille dans une grosse société, ils ont une activité dans les prochains jours, mais ils ont du mal à fixer la date de l'activité. Est-ce que ils craignaient un peu si leur activité ne tomberait pas sur le jour d'un éventuel deuxième tour? Alors, est-ce qu'il y aura coup KO le 22 février comme beaucoup de journaux l'écrivent,
Ou bien est-ce que vous rêvez aussi d'un éventuel deuxième tour, et c'est à ce niveau-là qu'on assistera éventuellement à des jeux d'alliance entre ceux qui n'auront pas été qualifiés pour cette finale? Ce sera quand même intéressant pour le jeune Togolais que je suis et pour tous les Togolais d'ailleurs de vivre autre chose que ce qu'on a l'habitude de vivre. Ce qu'on a l'habitude de vivre, c'est que l'élection se déroule une journée et à la fin de la journée, on sait à peu près qui va gagner et quelques jours plus tard, le vainqueur est proclamé et puis c'est fini. C'est parti pour 5 ans. Puisqu'on a fait le choix d'avoir des élections à 2 tours, si les électeurs peuvent décider le 22 février qu'il y ait un deuxième tour 2 semaines plus tard, ce serait véritablement un meilleur spectacle, comme je l'ai dit, pour le jeune Togolais que je suis, mais pour le journaliste que je suis également. Ça permettra de faire des analyses et de commencer d'ailleurs par voir quels seraient les véritables jeux d'alliance et quelle va être la physionomie du Togo à l'issue véritablement de cette élection. Mais pour l'auditeur qui demande, ils n'ont qu'à faire juste 22 plus 2 semaines et au-delà fixer la date de leur activité. Justement, leur inquiétude que je n'ai pas pu éclairer, est-ce que le code électoral dit que si deuxième tour il doit y avoir, ce sera 2 semaines après le premier tour. Ouais. Mais est-ce que les 15 jours-là courent à partir du jour du scrutin, ou bien si les 15 jours-là sont à décompter à partir du jour où la CENI proclame les résultats provisoires? J'avoue que j'ai été impuissant. Généralement, ça doit être à partir du jour de la proclamation des résultats définitifs. Provisoire. Provisoire? Oui. Non, mais non, définitif par la Cour constitutionnelle. Il faut que la Cour constitutionnelle certifie les résultats du premier tour avant de fixer la date. Ok, mais en toute humilité, nous renvoyons la question aux auditeurs. Si quelqu'un se sent capable de nous situer, s'il doit y avoir le deuxième tour, les 15 jours qui séparent les premiers et deuxième tours, est-ce que ces 15 jours-là sont à décompter à partir du jour du scrutin, ou bien à partir du jour de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, ou bien à partir de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle? Nous allons finir, avant de nous ouvrir sur les auditeurs, avec une autre question qui fait polémique et que vous avez le mérite de relever. C'est les 500 millions de francs CFA que le gouvernement a décrété, a sorti pour appuyer les candidats. Il a été déjà dit que c'est 60% de cette somme-là qui sera répartie équitablement entre les candidats. Le reste sera pour ceux qui auront fait un score honorable. Mais il se fait que les candidats n'ont toujours pas encore encaissé ce pactole qui doit s'élever autour de 42 millions. Alors comment est-ce que vous expliquez que l'État n'arrive pas à mettre à disposition des candidats l'argent dont ils ont besoin justement pour la campagne? Non, cela participe au non-sérieux qu'on doit greffer à cette attitude. C'est pas une attitude élégante, c'est pas une attitude responsable, on le dirait. En fait, quelque chose qui a été acté au cours d'un conseil des ministres, je crois que diligence doit être faite pour que les candidats puissent avoir le montant qui leur revient de droit pour mener leur campagne. C'est vrai, 40 et quelques millions pour une campagne, c'est dérisoire, mais ça serait quelque chose qui viendrait en appoint à ce que les candidats eux-mêmes ont pu mobiliser. Mais on leur dit rien. Le drame, c'est que rien ne leur est signifié par rapport au non-décaissement de ces fonds. Et entre-temps, certains candidats même se sont rivés le caquet. Ils ne parlaient même pas de ça. Et ben, je sais pas, c'est depuis hier qu'on a constaté que certaines voix s'élèvent de plus en plus pour montrer à une certaine opinion. Moi, j'ai été un peu marqué négativement qu'au niveau même de RFI, les gens se sont prononcés pour dire que mais pour 500 millions et dont les 60% devraient être décaissés pour le premier tour, qu'on en fasse un cas sur les chaînes, quelque chose comme est censé. Et on a interrogé certains acteurs. Tiassouna a dit ce qu'il pense de ça. D'autres candidats l'ont dit, et même le ministre Trimo a dit que mais le non-décaissement aussi pénalise le parti uni. Qu'est-ce qui fait que l'État n'a pas pu décaisser cet argent-là pour permettre aux candidats de battre peut-être mieux campagne? Non, il y a un omerta autour de ce sujet. L'omerta est total autour de ce sujet. C'est comme c'est un sujet à ne même pas faire cas.
on ne dit rien. On ne pompe pas de communiqué pour justifier pourquoi il y a le retard ou bien si le décaissement ne va même pas se faire. C'est ça qui alourdit un peu la tension. Rien n'est dit, aucun communiqué, ni le ministre de l'économie et des finances, ni certaines institutions, alors que le code électoral fait obligation quand même, on veut jouer au médecin après la mort ou bien on veut asphyxier financièrement certains qui prennent part à cette joute électorale. Donc, il faut quand même que nous montrions un peu responsables. On veut que les gens gagnent les élections, mais il faudrait que cela se fasse de façon plus élégante. Il ne faut pas passer par des raccourcis pour le faire. On peut risquer sans trop se tromper que le fait que les candidats n'ont pas encaissé cet argent handicape vraiment certains candidats à battre campagne. Ben ça va de soi. Nous sommes dans un pays où les opposants n'ont pas de moyens. Nous sommes dans un pays où les militants et sympathisants des partis politiques cotisent peu ou presque pas de l'argent pour le fonctionnement de leur parti politique, et l'État, dans un processus démocratique et dans la volonté d'ouvrir un peu plus le jeu électoral, a décidé quand même d'apporter son appui à tous les partis politiques en compétition pour mettre tout le monde sur le pied d'égalité au départ du processus électoral. Mais on constate que depuis le début de la campagne électorale, le financement public qui a été décidé depuis décembre en Conseil des ministres n'a toujours pas été décaissé. On va quand même pas dire que le Togo n'a pas 500 millions. Soyons quand même honnêtes de le dire. Le Togo finance ces élections. Le Togo finance l'élection sur fonds propres. Le Togo continue de fonctionner. Le salaire des fonctionnaires est toujours payé. D'autres choses sont toujours faites. Et donc, évidemment, le Togo a les 500 millions. Mais qu'est-ce qui justifie jusqu'à ce jour? Alors, justement, à ce niveau, il y a une source qui nous fixe que c'est juste une question administrative qui retarde cela, et que la question du financement sera réglée dans cette journée ou au plus tard demain. Juste une question administrative, que ce sera réglé aujourd'hui ou demain. Et peut-être pour démentir ce que Courrier écrit que ce n'est qu'un coup de bluff. Non, évidemment, bon, pour finir dessus, avant que Tchakara me parle peut-être, c'est pour dire que en réalité, on n'a plus besoin de nous offrir un spectacle pour certaines choses, pour si peu de choses, et qu'on en parle un peu partout avant qu'on dise que c'est juste un problème administratif. D'accord, on n'est pas membre de l'administration, mais qui est l'administration? Le chef de l'État est en compétition. Il a besoin des 42 millions dès le départ. Ben, si le chef de l'État qui est candidat à sa propre succession a besoin de 42 millions, qui est l'administration? On voit le ministre de l'économie et des finances, il est là quand même au pays, il n'a pas voyagé. Donc, non, et il bat campagne même. Bon, d'accord, moi je voulais pas dire ça, mais bon, puisque vous l'avez dit, il bat campagne. Donc ça pourrait peut-être donner l'impression aux autres comme quoi on voulait les pénaliser et déséquilibrer le jeu dès le départ. La technique me signale que les auditeurs s'impatientent déjà, c'est leur droit. Juste quelques secondes pour respirer un peu et nous allons nous brancher sur eux. Les deux numéros n'ont pas changé, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, sans tarder, nous nous connectons avec vous, avec déjà Sylvain Agbaï. Bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Coucou à monsieur le doyen là, Lucien Jossou. Il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Oui, c'est ça, il faut lui passer le message. Je le dirai. Peut-être qu'il nous écoute depuis là où il se trouve. D'accord, c'est des articles vraiment bien fouillés et bien nourris. C'est les mots dont souffre cette gouvernance de fort depuis des donc vous semblez particulièrement apprécier l'article de le combat du peuple sur la corruption. Je vous dis, je lui tire chapeau. Ok. Je lui tire chapeau. Donc, monsieur le ministre Sani Yaya, c'est lui qui devait débloquer les fonds pour la campagne. Il aurait mieux fait de rester dans son cabinet, dans son ministère pour signer les papiers. Et tous ces protocoles, c'est déjà fatigant. Merci beaucoup Sylvain Agbaï. Déjà le suivant, la technique m'annonce. L'ami Georges, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Ah, Dieu merci, nous nous portons bien. J'aurais aimé que le doyen soit là aujourd'hui. Ah, j'ai été le premier à regretter son absence au plateau aujourd'hui. Quelqu'un vient d'appeler et apprécier son article. Et j'ai aussi aimé, mais je n'ai pas lu. Mais en même temps, j'aurais aimé qu'il soit là pour que je lui demande pourquoi la façon dont il dépeint le Togo et avec ce qu'il vient d'écrire, il y a un grand contraste. Mais bon, il n'est pas là. On verra la prochaine fois. Oui, il n'est pas là, mais je vous recommande également l'article qu'il a écrit sur la campagne à la page 2, éviter l'imposture, et puis également la campagne électorale, et surtout son article sur la corruption, que j'avoue également que j'apprécie bien. Allô? Oui. Et puis je voulais ajouter ceci. Je crois que le fait de ne pas vouloir débloquer le fonds pour les candidats, c'est une mauvaise foi. C'est pas bon de faire les choses comme ça. Ça prouve toujours leur malhonnêteté. Donc, soyez un peu indulgents quand même avec ça. Oui. Vous êtes Togolais comme moi, donc c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Oui. Ça, nous en convenons tous. Mais Bonne jusqu'à journée faire un Merci. procès de malhonnêteté, je pense que ce serait un peu aller trop vite en besogne. Merci l'ami Georges. À présent, c'est Monsieur Maglo. Allô, Sas, bonjour. Bonjour à vous, l'ami. J'ai beaucoup aimé cette remarque de Monsieur Chakala, je crois bien c'est lui. Il disait à l'occurrence que durant toute la campagne, il n'y a pas eu de slogan qui accroche, pas de slogan accrocheur, des deux côtés, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Et je voudrais ajouter que ça aussi, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. À quoi bon de répéter les slogans qui nous ont fait miroiter ciel et terre? Ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on nous dise RPT toujours au pouvoir? Ou Déti Maliagba, Déti a décidé de ne plus participer à cette course. Vous voyez? Alors, ce que moi je recommande, je voudrais tout simplement que cette prise de conscience qui est actuellement passive quitte le terrain de passivité pour devenir active. Voilà tout ce que je souhaite. Merci l'ami Maglo surtout. Merci d'avoir fait bref aujourd'hui. Didier Assogba, un petit commentaire en entendant le prochain auditeur. Oui, évidemment, ce qu'il dit, c'est important. C'est important ce qu'il dit, notamment sur la prise de conscience. Que la prise de conscience, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, ce qu'on veut aujourd'hui pour le Togo, c'est que l'intérêt général prime d'abord. Et je suis particulièrement content pour mon père le doyen, que les auditeurs félicitent pour son article ou ses articles aujourd'hui. Et c'est aussi ça la noblesse de notre métier. Les gens ont beau vous vilipender hier, mais aujourd'hui ils peuvent vous apprécier. C'est ça la beauté du journalisme et tout. Merci. Alors on m'annonce c'est l'ami. Bonjour. Bonjour. Oui, Monsieur Kodjo. Oui, je salue les invités. Nous vous saluons aussi. Bon, il y a un de vos confrères qui a dit que les promesses d'Atakpamé sont tenues. Et il a cité le plus jamais ça. Pour ce qui concerne les violences électorales. Oui, mais bon, est-ce que le plus jamais ça, on n'a pas encore eu pire plus que ça depuis le 19 août? C'est ça que je voudrais demander. Merci. Et Didier Assogba va vous répondre? Je vais répondre. Vous vous souvenez véritablement que le discours d'Atakpamé en 2006, ça concernait les violences électorales. Et donc, le 19 août, date référence que vous énoncez, à mon sens, on n'a pas eu d'élection le 19 août 2017, mais on a eu plutôt des manifestations de contestation populaire qui n'avaient rien à voir avec une élection. On déplore tous les morts qu'il y a eu depuis le 19 août. Je crois que tous les candidats qui parcourent le Togo continuent de déplorer, y compris le chef de l'État sortant. D'autres candidats déplorent les morts qu'il y a eu depuis le 19 août 2017. Mais sauf que ce n'était pas lié à des élections. Merci, même si c'est un lié à un auditeur nous candidat. dit que le plus jamais ça dépassait les cadres électoraux et que Fodja Singbe voulait parler de toute manifestation d'ordre politique. On va y revenir avec Chakala. Mais en attendant, l'ami abonné en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Oui. La première analyse concerne le un coup KO.
en analysant les locales et les législatives, c'est parce qu'il y a bon nombre de Togolais qui ont boycotté les locales et législatives. C'est ça qui fait dire au pouvoir qu'il allait gagner un coup KO. Mais si tout ce nombre-là qui avait boycotté soutiennent soit la dynamique Bodro ou bien la dynamique Maître Zeus, je ne pense pas qu'il y a un coup KO. Mais est-ce que vous sentez quand même un enthousiasme dans l'électorat? Est-ce que vous estimez que le taux de participation le 22 février sera vraiment important? L'essentiel est que tout le monde veut que ça change. Mais comme vous l'aviez dit au début, personne ne veut changer. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Albert Einstein qui l'a écrit. Moi, je n'ai fait que rappeler. Donc moi, j'ai déjà changé. Oui. J'attends tous les autres de me regagner dans le changement. Eh bien, si vous changez, donc je vous suis en même temps dans le changement. Et sur ça, j'aimerais intervenir sur le financement. Oui. Et il y a un article 122 que je réclame chaque temps de la Cour des comptes, de tout faire pour que après les élections, qu'on puisse nous faire des comptes sur le financement public. Maintenant, c'est pas décret ministériel qu'on doit mettre un fonds public à la disposition de ceux qui veulent servir l'État. Voilà que on n'a pas remis ces fonds à temps. Ça voudra dire quoi? On pousse les candidats à des financements mafieux. C'est ce que cela voudra dire. Pousser les gens à des financements mafieux voudra dire qu'après les élections, les gens ne seront pas comptables des dépenses qu'ils ont effectuées. Ils vont fournir des dossiers ou bien des documents falsifiés pour prouver les dépenses. Et c'est malsain pour une république. Moi, je trouve ça ridicule que celui qui incarne l'autorité va battre campagne et laisse le travail d'État qui ne se fait pas, et on se retrouve sur une chaîne internationale pour question de 43 millions. C'est vraiment ridicule. Merci l'abonné, déjà un éditeur en ligne. Le temps, oui, bonjour. Allô? Ah, oui, bonjour l'ami en ligne. Oui. Monsieur Kwame. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voulais aussi apporter un plus là. Et j'ai écouté votre confrère Alizou Chakala qui dit qu'il ne peut pas y avoir un coup KO parce que nous ne sommes pas dans les années 90, 91. Et je dis c'est faux parce que quand vous suivez la campagne actuellement, il n'y a pas match entre UNIR et les autres et les 6 autres partis. D'autant même plus que certains même n'ont même pas pu sillonner même le pays. Et nous sommes dans la dernière semaine comme ça aussi. Donc, faut pas que les gens soient surpris pour dire que non, qu'on a triché quelqu'un, quelque chose comme ça, non. Faut pas que aujourd'hui, même il y a certains, même, ils sont toujours à Lomé ici, même, ils n'ont même pas bougé même pour aller même à l'intérieur du pays. Il y a certains qui sont encore à Lomé ici. Et quand même vous suivez même les gens, même sur les médias, on donne leur niveau des gens, mais ils n'ont pas le verbe sur le plan politique même pour convaincre même la population aussi. Donc, il ne faut pas que les gens soient surpris, ils vont dire qu'on les a trichés. Donc pour vous, il y aura KO. Merci beaucoup. Alors, l'ami Kwame. Je vous écoute. Alors, pour vous, est-ce qu'il y aura KO le 22 février? Bon, à mon point de vue, avec ce que je suis en train de voir sur la télé, avec l'ambiance tout autour du président sortant, moi j'ai foi qu'il aura un coup KO. Alors il mettra KO, bien il sera mis KO. Un coup KO. Oui, pour qui? Pour un lui coup ou bien KO contre en lui? faveur du président sortant. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un pronostic d'observateurs, voire de sympathisants. Mais nous... Chakala, vous voulez réagir sur un point entre-temps? Oui, mais ça, bon, je vais commencer par le dernier intervenant. Non, nous avons dit qu'il y a beaucoup de critères qui fondent le fait qu'on ne puisse pas assister à un coup KO. Il y a cette soif de l'alternance, il y a aussi cette envie de sortir le Togo de son état d'exception au niveau sous-régional, et il y a aussi d'autres ingrédients qui justifient un peu ma position, et même pour le charme même
de cette élection. Parce que avant on était à un scrutin à un seul tour, et celui-là même qui vient avec seulement 15 ou 17%, il suffit seulement qu'il y ait beaucoup de candidats et que on déclare celui-là vainqueur. Donc pour le jeu des alliances, je crois que les gens vont faire en sorte que effectivement le charme du deuxième tour, d'abord il y a ce jeu d'alliance et puis également peut-être ce débat télévisé que la HAC a prévu entre les deux finalistes. Il aurait été bien qu'on assistât à ce débat-là avec deux candidats qui se regardent face à face et qui se disent certaines vérités. Oui, déjà, Eric Dagoé qui est en ligne, bonjour. Bonjour, M. Satt. Oui. Mais je n'ai pas de question, mais tout juste un conseil pour les 6 candidats. Oui. Que c'est vrai, quand on va aux élections, bien on va à un concours, c'est pour réussir. Oui. Mais vraiment, je suis un peu désolé que je les invite à mettre beaucoup de l'eau dans leur vin. Sinon, le 22 au soir, ils risquent de piquer crise dans leur état-major. Parce que à l'heure où vont les choses, oui. Mais le président Faure est déjà parti. Ah, on n'a pas encore voté, l'ami. Mais vu l'allure des choses, c'est ce que je vous dis. D'après ce que vous voyez sur le terrain. Voilà, M. Satt. Donc, sinon, ils risquent de piquer crise dans leur état-major. Donc, pour le moment, ils n'ont qu'à mettre beaucoup de l'eau dans leur vin. Eric Dagoé, comme l'autre le dirait, ce n'est qu'en campagne, chacun chante les messages pour faire croire que c'est lui le meilleur. Ah, mais ce que moi je vois sur le terrain, oui. C'est ça qui m'amène à dire cela. Merci de partager avec nous. Déjà, nous embrayons sur l'ami Dogbeji, c'est ça? Ouais. Dogbeji. Ouais. Monsieur Satt, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. S'il vous plaît, quand on parle de que l'opposition n'a pas les éléments de l'opposition, eux-mêmes qui avaient interdit aux choses là, à leurs membres, d'en ne pas aller prendre la carte, de ne même pas aller s'inscrire. Est-ce qu'il va avoir des personnalités, il va avoir la population sur eux pour qu'ils votent? C'est ça le problème. Ouais, mais pour qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils n'ont pas de choses. Mais l'ami, il n'y a pas si longtemps, pour la dernière opération de révision des listes électorales, tous les candidats avaient appelé la population à aller se faire enrôler. Est-ce qu'ils peuvent atteindre les hommes du NIR? C'est ça le problème. Ils peuvent atteindre les hommes du NIR. On va voir tout ça. Ce que dit l'auditeur n'est pas aussi fondé que ça. Oui. L'opposition avait appelé des gens à ne pas aller se faire recenser. Mais les gens n'ont pas suivi cet appel de l'opposition. La plupart des gens sont allés prendre leurs cartes qu'ils ont gardées jalousement chez eux à la maison. Il y a eu 2 révisions électorales qui ont suivi par la suite. Des gens sont encore allés prendre des cartes et même changer de centre de vote recensement. Par la suite, ils ont gardé leurs cartes chez eux. Juste que des gens n'ont pas voté. Les législatives ont été boycottées et les élections locales, les gens ne sont pas allés voter. Maintenant, le défi pour les candidats de l'opposition, c'est d'aller remobiliser, redonner confiance à tous ceux qui hésitent, ce beau monde-là, tous ceux qui hésitent, voter le 22. Surtout qu'il y a un discours de coup KO là, des gens disent est-ce que ça vaut encore la peine d'y aller? Ça revient aux candidats de l'opposition d'essayer de convaincre les gens. C'est pas le Pelé du ballon rond du Brésil, mais plutôt du club de la presse ici au Togo. Bonjour l'ami. Ouais, bonjour Monsieur Satt. Oui. Bonjour le plateau. Oui, tout le monde vous salue. Ouais, je voudrais dire qu'il faut que l'opposition a déjà gagné. Faut pas que les gens pensent que c'est avec le t-shirt qu'on va gagner Fogna Singé. Le Togolais n'a pas besoin de t-shirt ou bien de n'importe combien d'affiches sur les placards, sur tout ça, pour savoir que ce régime-là a fait du mal à ce pays. Le bébé, celui qui a 15 ans, sait que ce régime-là a détruit ce pays. On n'a pas besoin de t-shirt pour faire partie de ce régime. L'organisation de l'opposition est déjà sur le terrain. La dynamique de monde sera à montrer que ce régime est déjà parti. Donc, il ne faut pas que les gens se polémiquent pour dire, des gens, les journalistes qui viennent sur les médias qui disent qu'on ne voit pas l'opposition sur le terrain. Ceux qui sont dans la maison, c'est que ce régime a fait du mal à lui. Il va voter pour Atibé. Qui parmi les Togolais aujourd'hui qui va dire que ce régime-là va diriger encore ce pays? Mais l'ami Pelé, vous voyez toute la foule des Togolais au cours des meetings qu'anime le candidat Fogna Singé. Monsieur, c'est-à-dire au village, quand tu viens, tout le monde va venir te voir. Ça c'est une chose. Ça ne faut pas que les gens se trompent. Le peuple togolais est mature. Vous voyez, c'est-à-dire
tout ce qui se passe aujourd'hui, qui va dire à un Togo Nyasingbe qui est le fils de Nyasingbe Yadema va me juger pendant ce temps qu'on va l'accepter? Jamais. Et ce que ce régime va partir, soit serein, le 22, vous allez voir, le régime va plier bagage. Merci. C'est le charme du club La Presse. Vous pouvez passer d'un argument pour à un argument contre. Tout ça, c'est vraiment la vivacité du débat contradictoire que nous avons le mérite d'animer de plus en direct. 13.5 Canal FM. Merci vraiment, chapeau aux auditeurs. Les interventions ont été diversifiées aussi bien par les noms que les propos. C'est comme ça que nous allons de plus en plus vers un débat contradictoire. Même si on n'est pas d'accord, nous laissons chacun nous édifier par son point de vue. Allez, Romorou Tchakala, 30 secondes pour clore cette émission. Avant la phase des cartons. Les cartons sont dans les 30 secondes. Non, je souhaiterais que au niveau de l'administration, comme c'est à ce niveau que ça traîne, je voudrais quand même pour l'image de notre pays, parce que le Togo n'est pas à 500 millions près, qu'on décaisse. Le temps, il reste encore. On ne va pas jouer au médecin après la mort. Décaissons ça. J'ai été peiné. Je me suis réveillé avec cette histoire de 40 et quelques millions qui devraient revenir de droit à chaque candidat sur RFI. Comme si le Togo ne vaut que 500 millions de nos francs. Donc, pensons grand de ce pays. Faisons les choses en grand. On peut vouloir asphyxier l'adversaire politique, mais je crois que pour l'image du pays, pour le patriotisme, ces petits gestes-là n'en valent pas la peine. Donc, je souhaiterais que les gens gardent encore espoir et que tous les derniers jours de campagne se fassent dans le respect mutuel. Et surtout, vous plaidez que les fonds de campagne soient remis aux candidats aujourd'hui ou plus tard demain. Oui, il faudrait que ça leur revienne de droit. Ça a été acté. Les 500 000, le Togo n'est pas à 500 000 près, donc 500 millions près. Donc, décaisser ça et puis bon, là, on en finit de fredonner les 500 millions sur les chaînes internationales. Ça n'honore pas notre pays. Ça ne grandit pas notre pays. Merci. Alors, vous cherchez la couleur de votre carton, le destinataire, pendant que nous allons écouter aussi Didier Assogba dans sa conclusion. Oui, évidemment, moi, ce que je déplore, c'est juste que la Cour des comptes ne pourra pas travailler après coup. Puisqu'on sait que cette Cour-là, cette juridiction-là travaille avec les pièces justificatives des fonds publics qui ont été décaissés. Maintenant que l'argent sera décaissé à la fin de la campagne, des gens vont juste prendre quelques papiers pour aller, prendre quelques papiers pour aller justifier. On a pris les 42 millions, 43 millions le lundi ou le mardi, on a fait tel meeting, on a fait tel meeting. Non, peut-être voilà. Que les frais de campagne depuis le premier jour pourront être pris en compte dans les gens n'ont pas pris l'argent depuis le début. Comment est-ce qu'ils vont prendre les justificatifs pour aller donner à la Cour des comptes? C'est-à-dire que c'est là on voit que des gens sont obligés de se débrouiller ou d'utiliser d'autres fonds, des fonds parallèles. La Cour des comptes qui a l'expertise saura discerner le faux du vrai. Et c'est juste bien dommage pour nous parce que cette élection est censée être l'une des élections de notre maturité démocratique. Après tous ces années, 30 ans de processus démocratique, on organise une élection présidentielle. Après, ça devrait être une des élections sans reproche. Merci Didier. Maintenant, vous cherchez votre carton et on écoute. On reçoit le carton de Ali Romorou Tchakala. Non, mon carton, il est rouge à Monsieur X qui ne permet pas à l'administration de tourner à rond pour que les gens aient leur fonds. Merci. Ce monsieur X saura se reconnaître. Quant à vous, Didier Assogba? Non, j'ai pas de carton. Bonne chance à tous les candidats et beaucoup de courage aux Togolais. Et que le Togo gagne le 22 et bien après. Merci. Alors, cette dame qui insiste que nous disions que elle a très souvent décerné carton rouge au doyen Lucien Diossou-Mensah, mais au vu des extraits de ces articles aujourd'hui, la même dame lui délivre un carton vert. Comme Didier Assogba a dit, c'est ça le charme du journaliste. Hier, on vous vilipende et aujourd'hui, on vous porte au pinacle pour votre article. Faisons seulement notre devoir au jour le jour. Eh bien, la semaine est lancée. Nous nous retrouvons demain mardi avec d'autres auditeurs et d'autres
confrères invités, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.